un podcast Mile & Stone. Dans cet épisode, on va parler coupure hivernale. Cette saison, faut-il s'arrêter complètement ou non? C'est la coach Maë Gouelleux qui va répondre à toutes mes questions. Bienvenue dans Queen of the Mountain. Je suis Laurie Delostal et ensemble, on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes, bien sûr, qui vont partager avec bienveillance, sans filtre et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout, on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne, en apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal. Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maë. Bonjour Laurie. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Queen of the Mountains, dans lequel on va donc parler coupure hivernale. Coupure hivernale idéale ou pas. Tu es coach sportive, en tout cas pour l'instant on va te présenter, on va profiter de toute ton expertise. Tiens, est-ce que tu peux te présenter Maë et nous parler peut-être de ton parcours un petit peu? Ça marche. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Donc, je m'appelle Maë, je suis coach sportive depuis presque 5 ans et je suis spécialisée dans la course à pied. Je me suis spécialisée assez directement parce que c'est ma discipline de base, c'est aussi une passion pour moi. Et j'entraîne des personnes à distance, une vingtaine de personnes, et je fais aussi du présentiel. À côté, je m'entraîne, je pratique le trail l'été, sinon... Je fais en ce moment du triathlon et ma spécialité, c'est plutôt la course à pied, du coup. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Question un peu personnelle, mais qu'est-ce que tu aimes dans le coaching, finalement? Ce que j'aime avant tout, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est que il y a une infinité de choses à apprendre et une infinité de choses à transmettre. Et c'est vraiment ce partage, le fait de pouvoir me nourrir de plein de connaissances et de pouvoir les partager, les transmettre, je trouve que ça a une valeur inestimable. Et tu vas nous partager tes connaissances. Ouais, je vais essayer. Aujourd'hui. Alors ça y est, c'est la fin de la saison des compétitions trail. Le froid est là, il fait nuit tôt. Et c'est donc le moment de la fameuse coupure hivernale. C'est un peu un sujet clivant, cette coupure. Tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi, selon toi? Alors, c'est vrai que si on prend le terme de coupure, dans le cadre d'un entraînement, c'est une période qu'on va dédier à la récupération et qui va permettre du coup à l'athlète de se régénérer un peu sur tous les plans, que ce soit physique, mentaux. Et souvent, elle intervient après une période de charge donc, qui se ponctue par une compétition ou ça peut être parfois, j'imagine, après un gros bloc. C'est vrai que moi, avec les gens que je coach, c'est souvent après une période de compétition. Je pense qu'il y a ce terme de coupure hivernale qui existe aussi de par l'existence des fêtes, des vacances, mais aussi peut-être parce que certains athlètes, donc, en trail par exemple, vont être sujets à une coupure potentiellement parce que le climat les oblige. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver pour tout le monde. Est-ce que je dois faire ma coupure? Est-ce que je ne dois pas la faire? La question, elle est hyper individuelle. Elle dépend, à mon sens, du contexte de l'athlète, du contexte d'entraînement et aussi du contexte de vie, en fait, de l'athlète, de ses besoins, ça dépend aussi de la charge qu'il a eue sur les dernières semaines, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan professionnel, par exemple. Ouais, justement, tu l'as dit, mais c'est vraiment une coupure physique et mentale, hein. L'idée, c'est de reposer son corps et son esprit. Pourquoi il faut reposer son corps et son esprit? Eh bien, tout simplement parce que l'entraînement, c'est un stress. Quand on arrive à des pics de charge, le corps fatigue. Et le principe même de l'entraînement, c'est de créer cette fatigue pour pouvoir récupérer et ensuite progresser davantage. Donc, la période de récupération, elle
elle va être proportionnelle aussi à la charge qu'on a eue avant. On va peut-être pas récupérer de la même façon si on a fait un 10 km, un marathon ou un ultra-trail. En plus de tous les facteurs qu'on a cités avant, qui sont le contexte de vie, les besoins de l'athlète ou de l'individu, ça va être vraiment dépendant de tout ça. Euh, Sur le côté mental, peut-être, il y a une charge mentale du coureur et de la coureuse. Je pense, oui. En tout cas, moi, je l'observe avec les gens que je coach. C'est que dans le milieu amateur, parce que je coach que des amateurs qui ont des niveaux et qui vont être assez variés, on va avoir des gens qui s'entraînent, mais aussi qui ont un travail à côté. Donc, la charge, c'est tout simplement du stress. Et le stress, quand il est appliqué au corps, le corps ne fait pas la différence si c'est un stress lié à du travail, si c'est un stress lié à de l'entraînement. Donc, si tous les curseurs sont poussés au maximum et qu'on est à la fois en prépa et qu'on est à la fois en plein déménagement ou en pleine rupture ou voilà, en pleine période professionnelle assez cruciale, la coupure, elle va être vraiment bienvenue. Donc, il y a beaucoup de choses à observer, beaucoup de choses. Et moi, c'est vraiment une discussion que j'ai avec l'athlète pour pouvoir programmer, en fait, cette coupure. Donc, en fait, parfois, il y a des athlètes à la période des fêtes, ils vont pas vraiment avoir besoin d'une coupure à proprement dit. Peut-être qu'on va adapter l'entraînement, alléger, mais dans tous les cas, je suis pas pour une coupure totale de l'activité physique pendant une semaine. On peut avoir des activités de décharge qui vont être bien plus bénéfiques que l'arrêt total. Mais parfois, en fait, l'athlète, il a peut-être besoin pendant 3 jours de pas faire de sport. Enfin, c'est assez dépendant aussi des besoins de chacun, je pense. Est-ce qu'elle est, dans certains cas, obligatoire, la coupure Là, je parle de ne pas courir pendant une certaine période. Dans quel moment c'est obligatoire? Après une grosse compétition, une période de charge ou une blessure, elle va être obligatoire. Et encore une fois, elle va dépendre du coup du stress qui a été appliqué ou de la blessure. Parfois, ne pas... Je pense que souvent, après un marathon, on va couper pendant 5 jours, 10 jours, et on va privilégier d'aller nager ou de faire du vélo, ou parfois de ne vraiment rien faire. Mais je pense que d'un point de vue de la performance et de la santé, avoir une stimulation des systèmes musculo-squelettiques, du métabolisme, ça va aller en notre faveur. Est-ce que, on le sait, hein, parfois, pas courir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça peut provoquer une forme d'angoisse chez Oui. certains et certaines. C'est Oui. quelque chose que tu observes? Ouais. Ou peut-être juste des fois de la culpabilité hein, de ne pas s'entraîner? Oui, je pense que ça existe très clairement. En tout cas, pas chez tout le monde, mais je l'ai déjà observé. Et ça, on l'observe aussi en période d'affûtage, donc les périodes qui sont avant les compétitions, qui, au final, sont aussi une période de décharge où on va moins s'entraîner pour récupérer. Et c'est souvent à ce moment-là, à l'approche de la compétition, que les gens vont être un peu plus anxieux à l'idée de moins s'entraîner. En revanche, la période qui suit une compétition, souvent, c'est une période qui est méritée, en fait, dans l'esprit de l'athlète. Donc, c'est vrai qu'il y a moins cette culpabilité. Mais pendant les fêtes, je pense qu'il y a d'autres facteurs psychologiques qui vont impacter les décisions de l'athlète et potentiellement l'aspect émotionnel aussi sur le fait de culpabiliser, parce qu'il y a un relâchement pendant les vacances sur l'hygiène de vie. Et là, peut-être la culpabilité, elle s'installe chez certains. Et tu as envie de leur dire quoi? C'est bon, tranquille? Ouais, de lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut certes conscientiser ce qu'on est en train de faire, si on a un sommeil qui est un moins bon, si potentiellement on boit de l'alcool, si on a une augmentation des apports caloriques qui n'est pas équilibrée par rapport à la dépense qu'on a. C'est des choses qui arrivent. Il faut savoir en fait avoir de l'élasticité dans son mode de vie. Mais c'est vrai que si on fait ça tous les jours pendant 2 semaines, l'impact il va forcément être négatif. Donc il y a un équilibre, en fait, il y a une juste dose à appliquer. Et
il y a des gens qui savent très bien lâcher prise et à côté de ça, le faire sans culpabiliser. Donc nous, notre rôle, c'est vrai en tant que coach, c'est aussi de rassurer dans ce cadre-là. Et c'est de dire quoi aussi il faut s'arrêter pour mieux performer plus tard, quand ce sera la saison de nouveau des courses. Ouais, complètement. Donc, comme je te disais, la, la période, la coupure hivernale, elle n'est pas forcément indispensable pour tout le monde. Si on prépare une course au mois de janvier ou au mois de février, elle n'est peut-être pas nécessaire. On va peut-être adapter sur les jours où il y a des gros repas, des déplacements en voiture parce que c'est les fêtes et que c'est vraiment propre à cette période-là. Mais de là à couper comme si on n'avait pas d'objectif derrière ou juste simplement parce que c'est les vacances, voilà, je pense qu'il y a il y a mieux à faire. On peut adapter l'entraînement, mais couper totalement comme si on venait de faire une grosse compétition, c'est pas nécessaire. Euh, Réussir sa coupure hivernale, c'est la planifier déjà. C'est ce que tu fais toi avec tes athlètes. Comment tu fais? Évidemment, tu t'adaptes à chaque individu. Ouais, bon, déjà, je leur demande ce qu'ils ont prévu de faire pendant les fêtes, comment ils se sentent vis-à-vis de maintenir un entraînement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses aussi qui se terminent au mois de décembre. Là, je pense à certains 10 km qui ont lieu au mois de décembre aussi. Des trails qui vont se terminer, mais les trails, d'ailleurs, enfin, en tout cas, chez les gens que je coach, ils vont plutôt se terminer au mois d'octobre, au mois de novembre. Du coup, la coupure, en fait, elle va avoir lieu au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et après, il va s'agir de faire une reprise progressive. Et pendant la coupure, on essaye d'adapter soit au jour le jour, soit parfois quand l'athlète en a besoin, et c'est vraiment très lié à la personnalité de l'athlète, je vais lui demander de vraiment couper totalement avec tout ce qui est lié en fait à sa routine d'entraînement. Donc ça va être coupé avec par exemple l'outil de planification qu'on utilise. On va pouvoir continuer à échanger sur WhatsApp, mais ne pas se connecter, ne pas vérifier sa data, limite ne pas se connecter sur Strava pendant cette période. Ça va avoir des bénéfices sur le lâcher-prise, sur la relaxation. Et je pense que ça, c'est important d'individualiser. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est pas facile, j'imagine, pour certains de couper leur, Non. leur montre et d'aller courir comme ça, non? Ah oui, c'est sûr. Après, je leur dis pas forcément d'enlever la montre quand ils courent, parce que c'est vrai que du coup, derrière, moi, j'aime bien aussi voir ce qui s'est passé. Et de pas la regarder. Voilà, c'est plus déjà d'éviter de dormir avec. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec leur montre pour récupérer certaines données. C'est hyper intéressant, mais ça peut être anxiogène. Et c'est voilà, essayer en tout cas de sortir de tout le cadre de la performance pour aller vers quelque chose de plus orienté vers le plaisir, en fait, de remettre un peu les bases sur la récupération, sur pourquoi je cours, et de vraiment sortir du cadre de la compétition. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est le bon moment, effectivement, pour réfléchir à Ouais. pourquoi je cours et est-ce que je cours comme j'ai envie de courir, finalement, non? Oui, c'est ça. C'est souvent le stress qui est généré par une période compétitive, il peut être néfaste. L'athlète peut se poser beaucoup de questions sur ses niveaux de performance et sans cesse se remettre en question et oublier pourquoi, en fait, de base, il s'est mis à la course à pied. Et je pense que c'est hyper important de courir à la sensation. Et ça va être une période où on va beaucoup dédier de temps justement au ressenti. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de poursuivre pendant la période de reprise progressive. On va essayer de travailler souvent sans allure cible, mais plutôt avec le RPE, donc le ressenti, de façon à privilégier en fait les sensations et moins les données. On va s'intéresser à la période de reprise. Moi, j'ai pas de coach. Comment je peux définir mes propres besoins de récupération? Toujours avec le ressenti. Donc déjà, si vous avez un entraînement structuré qui est, déterminé par une application ou par un plan qu'on a trouvé sur Internet, souvent,
la programmation, elle prend fin à un moment. Donc, c'est souvent, et j'espère, une montée en charge progressive. Et à ce moment-là, ça va être le moment de faire une pause. Donc, au-delà de cet aspect théorique, il y a aussi, comme ce qu'on se disait tout à l'heure, les sensations. Est-ce que euh, sur une séance que j'ai déjà pu faire auparavant, mon ressenti, il est, il est plus important négativement? Est-ce que mon sommeil, ma qualité de sommeil, elle est toujours bonne? Est-ce que j'ai l'impression de me sentir fatiguée au quotidien? Il y a pas mal de signaux qui peuvent Mhm. nous alerter et on peut du coup déterminer aussi peut-être de façon un peu plus instantanée qu'on a besoin de couper. Mais souvent, la coupure, elle est programmée à la suite d'une échéance. Ouais. Euh, Est-ce que c'est grave d'arrêter complètement de courir et pendant combien de temps on peut arrêter de courir sans perdre tous ces acquis? C'est une question évidemment que tout le monde se pose toujours. Bah, la coupure, elle a pas de standard. En plus, il y a des études qui ont été menées Mhm. autour de ça, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de facteurs qui influent sur cette période de coupure, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Maintenant, on sait que au bout de 3 semaines, on commence à perdre des capacités aérobies. Maintenant, ces capacités qu'on perd, on va vite les retrouver. C'est vrai que la période de reprise, elle est proportionnelle à la période de coupure, mais il ne faut pas avoir peur de la coupure parce qu'en fait, elle fait partie de l'entraînement et elle va permettre à tous les systèmes qu'on a dans notre corps de se régénérer. Donc, ça va être sur le plan hormonal, Mhm. sur le plan du métabolisme. On va vraiment reconstituer nos stocks de glycogène. Euh, il va y avoir, même sur le système cardiovasculaire, il va y avoir plein d'effets qui sont positifs et qui vont permettre de revenir à un meilleur niveau au fur et à mesure que la reprise se fait. Donc, par contre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour maximiser et optimiser cette coupure, il vaut mieux privilégier une activité physique régulière. Et ça peut être, si on fait du trail ou de la course à pied, ça peut être du vélo, de la natation ou tout simplement des sports collectifs avec ses amis, un five, un foot, du volleyball, des choses en fait qui nous permettent de continuer à stimuler le système musculo-squelettique, le métabolisme. Rester en activité, ça va éviter de perdre les niveaux de force et aussi les capacités aérobie si on est plus sur des sports d'endurance. Donc, faut faire des activités de décharge en fait qui sortent de notre spécificité. Donc c'est sûr que si on fait du triathlon, il faut peut-être passer sur, je sais pas, C'est de la difficile randonnée. du coup. Ouais, c'est plus difficile, mais de la randonnée où il y a des multiples activités qui sont possibles, du renforcement musculaire, du pilate, du yoga. Voilà, c'est juste garder le mouvement et la stimulation du métabolisme. Tu parlais de musculation, ça peut être l'occasion aussi d'en profiter pour renforcer, je sais pas, les mollets, certaines parties du corps qu'on travaille peut-être un peu moins le reste de l'année. Oui, complètement. D'ailleurs, dans les sports collectifs, souvent la off-season, Mm. telle qu'on l'appelle, et qui est, je pense, en été, mais j'avoue que je ne Oui, suis pas très spécialiste. oui, en Euh, été, ouais. Ils vont avoir beaucoup plus ils vont avoir une dominante sur le travail de Mm. force, de renforcement musculaire qui va être beaucoup plus importante que pendant la saison. Donc, effectivement, selon la spécificité de notre discipline, ça peut être l'occasion de traiter certains déséquilibres qu'on a ou voilà, des petites tensions qu'on a eues. Après, si la coupure, elle dure une semaine, c'est sûr qu'on ne va pas faire des miracles en une semaine au niveau du renforcement musculaire, mais c'est aussi l'occasion de se pencher sur tout ce qui nous a manqué, tout ce qui nous a fait défaut, et ça peut être lié à des tensions sur le système musculaire, et programmer un peu mieux la suite. C'est une façon de faire, tu parlais de sport collectif aussi, avec ses amis, de faire du sport On va dire. différemment, Mm. avec cette pression de l'objectif en moins. Oui, complètement. Ah oui, c'est sûr que euh, accorder un peu plus de légèreté en fait à son activité physique,
ça fait du bien à tout le monde. Il faut pas se sentir prisonnier de sa discipline. Ça, je pense qu'une fois qu'on est dans cette condition-là, c'est le moment de couper, justement, et d'aller sur d'autres activités. On parle beaucoup d'entraînement croisé, Ouais. c'est ça, hein, tu peux Ouais. nous expliquer ce qu'on entend par là? Ouais, bah, du coup, l'entraînement croisé, souvent, par exemple, on va prendre un exemple qui est assez utilisé, c'est la course à pied ou le trail couplé à du vélo, Mhm. parce qu'on va avoir des choses qui se croisent sur le plan aérobie, qui vont être hyper intéressantes pour majorer le volume, le temps passé dans l'effort. Et ça va permettre de diminuer les impacts. Donc, c'est des choses qui peuvent très bien se marier, et notamment dans le cadre d'une coupure, en fait, basculer sur du vélo, se faire un trip à vélo ou de simples sorties vélo pour pouvoir tourner les jambes et faire ce qu'on disait tout à l'heure, plus d'un aspect, le faire plus dans un aspect santé ou maintenir un niveau de performance pour pouvoir mieux reprendre après, ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs, dans le cadre du trail, souvent les athlètes, les trailers qui arrivent en période hivernale vont coupler à du ski de fond, par exemple, Oui. qui va être une activité portée. Et à côté de ça, ils vont maintenir une activité, enfin des impacts en tout cas, sur le tapis ou sur piste pour pouvoir maintenir les, euh, les niveaux, enfin maintenir comment dire, l'aspect neuromusculaire sur l'impact, les appuis et euh, et éviter en fait qu'on perde en fait tous ces bénéfices-là. Ouais, le ski de fond, pour le coup, c'est un peu idéal pendant la coupure hivernale par rapport au trail pour compléter, ouais. Oui, bah oui, parce que enfin, d'ailleurs, les athlètes de ski de fond ont des VO2 max qui sont Mm. assez importantes. Même, je pense que c'est les meilleures. Donc, Ouais. c'est sûr que ces activités portées-là, mais qu'on peut faire avec beaucoup de volume, vont permettre de garder des niveaux d'endurance qui sont optimaux. C'est quoi, toi, pour toi, la routine idéale que tu conseilles à tes athlètes là, qui partent 2 semaines en vacances pour les fêtes Alors ça dépend en fait encore une fois du contexte. Si ils viennent de terminer une échéance, on va couper pendant plusieurs jours, voire potentiellement plusieurs semaines selon la proportion de l'échéance. Euh, sur la course à pied, sur les impacts ou le trail, enfin, la course à pied ou le trail. Mhm. Et on va essayer de reprendre progressivement du vélo, de la natation, en fonction des ressentis. Si il y a une fatigue qui est énorme et si l'athlète ne le sent pas, moi je force personne. Donc c'est toujours une discussion. On le fait aussi beaucoup à l'envie. L'idée c'est de ne pas brûler les étapes en tout cas. Vaut mieux en faire moins que trop dans ces périodes-là. Mhm. Donc on va entamer des discussions, on va essayer de faire aussi en fonction du matériel qu'ils ont à disposition, s'ils ont accès à des piscines, si ils ont un home trainer, un vélo, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'agir en fonction de ça. Et on peut aussi très bien aller sur des activités de plus douces, entre guillemets, comme du pilates ou du yoga ou voilà, du travail de mobilité qui va permettre déjà de remettre le corps en mouvement. Je crois que la phrase que tu as dit, il faut mieux faire moins que plus dans cette période-là, elle, Ouais. résume bien toute l'idée de la coupure hivernale Et je pense finalement. qu'elle résume même l'entraînement. Enfin, less is more, c'est très important de s'écouter. Et si il y a de la fatigue qui s'installe et que les signaux commencent à s'allumer un peu partout, la séance de moins, elle vous Mhm. fera toujours gagner davantage que la séance de trop. C'est quelque chose qui est difficile à intégrer Oui. pour les athlètes, ça? Ah oui, ouais. Je pose la question en connaissant la réponse. Ouais, non, c'est très difficile. Bah, parce que c'est contre-intuitif. On se dit Oui. forcément que pour être plus performant, il faut en faire plus. Oui, complètement. Pour ma part, je l'ai aussi expérimenté. Ouais. Et, euh, et ça me permet aujourd'hui de pouvoir mieux en discuter avec mes athlètes. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir encaisser Mhm.
et penser que c'est des gains, alors que, ou c'est encaissé en termes de volume, mais parfois aussi en termes d'intensité, être un peu toujours au-dessus pour se rassurer, alors qu'au final, on crée une fatigue qui est non négligeable et dont on fera les frais plus tard. Et les frais, ça peut être, on peut en faire les frais sur une compétition, mais on peut aussi en faire les frais pendant des mois. Ça peut être à cause de blessures, par exemple. Ça peut être, voilà, l'issue, ça peut être des blessures, mais ça peut aussi, et c'est très difficilement mesurable, Mm. mais ça peut aussi être une fatigue physiologique, une Mm. fatigue mentale. Et parfois, le corps est frais, mais la tête ne veut pas y aller, et l'inverse. Donc, même avant d'arriver à la blessure, il y a d'autres systèmes qui peuvent être impactés et ça peut mettre longtemps en fait à revenir à des niveaux, à un état d'homéostasie qui est hyper important de surveiller. C'est quoi les signes dont il faut se méfier, enfin les signes où il faut se dire, bon, là, attention, là, il faut sans doute que je ralentisse ou que je fasse une pause, une coupure. La perte de motivation, déjà, Mhm. c'est un point qui est important. Elle dépend de la personnalité de l'athlète, mais elle dépend aussi de ses niveaux de fatigue. Euh, donc, je pense que on le voit aussi sur l'état psychologique, la façon de répondre à la séance. Moi, je mets en place des questionnaires. Donc, c'est un questionnaire Hooper donc qui évalue la qualité de sommeil, le Mm. niveau de courbature, le niveau de stress, et qui va permettre d'avoir déjà des auto-évaluations et nous de faire un suivi, et moi de faire un suivi qui est autre que celui de la donnée qui ressort de la séance. Euh, donc ça, c'est important pour l'athlète de pouvoir s'auto-évaluer sur ça. Donc, on en Et on parlait peut tout à tous le l'heure. faire, hein, On peut tous finalement. le faire. Ouais. Il y a d'autres questionnaires qui existent qui sont très bien. Et parfois, les questions sont beaucoup plus exhaustives. Parfois, on va jusqu'à 76 questions il y a un questionnaire qui existe comme ça pour évaluer le niveau de forme. Et c'est très intéressant de le faire pour soi-même. Et d'ailleurs, ça peut répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Comment je peux faire Ouais. si j'ai pas Comment de coach? s'auto-évaluer Voilà. Ben, ces questionnaires-là sont intéressants. Parfois, c'est difficile de le faire en étant objectif, Mm. mais c'est déjà un premier pas pour faire une espèce d'introspection. Donc, les questionnaires, la discussion, on regarde aussi en fait si à l'entraînement les séances passent bien, si il en reste sous le pied après les séances ou si on finit complètement Mm. cramé. Donc c'est beaucoup d'échanges. On regarde aussi quelques indicateurs, mais c'est vrai que la fiabilité aujourd'hui des capteurs de fréquence cardiaque, elle n'est pas toujours euh, très réaliste, mais ça reste quand même une tendance qu'on peut regarder. Il y a d'autres métriques, hein. Il y a le HRV, il y a les scores de sommeil. On manque pas de métriques. C'est très intéressant de les regarder. Mais parfois, je pense qu'il vaudrait mieux que le coach ait accès à ces métriques-là et pas l'athlète, parce qu'on revient à cette histoire d'anxiété que ça Ouais. peut créer, d'être un peu noyé dans la data. Et est-ce que tu observes les mêmes signes, les mêmes effets chez les hommes et chez les femmes? Euh, ben, Non, non, tout simplement parce que c'est vrai que la physiologie d'une femme va pas être la même. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ressort plus chez la femme, c'est l'aspect cyclique. Mm. Donc, pareil, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, qui est assez variable, même au cours d'une année. Je vais Mhm. pas personnellement avoir les mêmes ressentis à des moments du cycle qui reviennent sur les différentes phases. Donc, c'est aussi quelque chose que je partage beaucoup avec les filles que je coach. Et, euh, et on essaye de trouver des adaptations, Mhm. ou en tout cas juste de ne pas s'alerter si on sent qu'on est plus fatigué. Ouais. On essaye de comprendre dans quelle phase on se situe, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, peut-être sur l'hygiène de vie, sur la micronutrition, sur la nutrition, la macronutrition. Donc, et encore une fois, c'est quelque chose qui est très athlète dépendant. Donc, il y a des individus qui vont ressentir beaucoup de fluctuations. Et je trouve que ça intervient beaucoup lorsque on est dans des périodes où la charge qu'on va avoir sur
les autres sphères, Ouais. la sphère professionnelle, la sphère personnelle, familiale, où les curseurs sont assez élevés. En fait, je trouve que les SPM, Mhm. les fluctuations hormonales, elles vont avoir beaucoup plus d'impact sur les niveaux de fatigue, les niveaux d'anxiété des filles que je peux coacher. Donc, on essaye toujours de mettre des mots là-dessus, de discuter et de faire en sorte déjà de les libérer Mhm. et de faire en sorte de trouver peut-être des petites astuces pour améliorer ça. Mhm. Et ça, tu as des astuces que tu peux nous partager un peu Bah moi, j'ai remarqué et j'essaye de conseiller ça aux filles que je coach que, par exemple, si je dois faire des grosses séances d'intensité, et donc c'est souvent ça, hein, c'est Mhm. souvent lorsqu'on doit faire des séances d'intensité après l'ovulation, donc Mhm. en phase lutéale, on va avoir plus de difficultés à maintenir des intensités qu'on maîtrise habituellement. J'ai l'impression que si j'augmente mes apports en glucides pendant ces efforts-là, je vais me sentir mieux. Et j'ai aussi l'impression que plus je mets de la fréquence dans mon entraînement, en tout cas depuis longtemps, euh, plus je m'entraîne régulièrement et de façon structurée, moins j'ai de symptômes. Si je me désentraîne un peu parce que je suis fatiguée et qu'il s'installe un peu une sorte moins de fréquence à l'entraînement, Ouais. j'ai l'impression que je suis plus sujette à ces symptômes-là. Après, c'est hyper personnel, je pense. Et, euh, et avec les filles que je coach, en fait, c'est vrai que souvent, elles vont avoir... ce qui ressort beaucoup, c'est que les premiers jours des règles, elles vont avoir de la fatigue. Et ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que il y a cette fatigue qui existe, mais qu'elle va durer quelques heures et qu'en fait, ça va être ensuite la meilleure période pour Mhm. pouvoir performer et vraiment être au maximum de ses capacités. Donc, j'essaye d'éviter de leur faire diaboliser cette période-là où on a nos règles, même si c'est pas forcément pratique. Il y a les saignements, il y a parfois des ballonnements. C'est une période qu'il faut utiliser à juste titre et personnellement, moi-même maintenant, j'attends cette période avec impatience parce qu'avant, c'est tout de suite un peu plus difficile. Il y a plus de fatigue, je trouve, et c'est souvent ce qui ressort, ouais. Ouais, en tout cas, c'est intéressant de voilà, mieux on connaît son cycle et ses réactions, Ouais. mieux c'est. Et pour revenir à la coupure, ça peut être intéressant aussi pendant cette période-là d'observer son cycle et ses réactions. Oui. Bah, Euh, qu'est-ce qui se passe si je m'entraîne moins? ouais. Est-ce que mes symptômes prémenstruels sont plus importants? Est-ce qu'ils le sont moins? Et j'ai toujours... alors, il me semble qu'il doit y avoir des études là-dessus, mais en tout cas, garder une activité physique même pendant ces menstruations, ça va avoir des effets qui sont bénéfiques. Donc, c'est sûr que si on a un volume d'entraînement qui est hyper important, euh, il va falloir continuer à s'entraîner pour pouvoir garder ces niveaux de performance. Maintenant, pour quelqu'un qui s'entraîne peut-être 2, 3 fois dans la semaine, ben, cette période-là, on peut l'adapter et éviter d'avoir des entraînements qui sont intensifs à ces moments-là. Mais c'est vrai que en tout cas, je vais plutôt avoir tendance à conseiller de maintenir au moins de l'activité Ouais. aérobie à faible intensité pour stimuler le métabolisme. Ça va être plus intéressant. Ouais, et il y aura certainement plus de bénéfices que de juste arrêter parce Oui, qu'on a mal au ventre ou qu'on se sent pas oui, bien. oui. Il y a plus de bénéfices à Mm. continuer. Puisqu'on parle de mal au ventre, comment on gère pendant les fêtes? Est-ce qu'on va courir pour éliminer la bûche? Alors, c'est vrai que je ne suis pas fan d'avoir ce phénomène un peu Mm. compensatoire, mais dans tous les cas, d'un point de vue de la santé, c'est important que la dépense énergétique soit liée à l'apport calorique qu'on a à côté, tout simplement d'un point de vue lié à la santé. Donc, euh, c'est important de maintenir une activité physique, comme on le disait tout à l'heure. Maintenant,
j'aimerais que certaines personnes, parfois, oublient le lien entre le sport et l'alimentation parce que c'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire. Ouais, Et aller courir juste pour ouais, compenser, en fait, ce que non, font beaucoup de femmes, notamment. oui, Enfin, c'est quelque chose qui est assez ancré, quoi. malheureusement, oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye, en tout cas, sur lequel on met un doigt dès le début, quand on commence un suivi, c'est de savoir si la personne elle a déjà été sujette à des TCA ou pas, si c'est encore actuel ou si c'était dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte, parce que ça laisse des traces, que ce soit sur le plan squelettique, que Mmh. ce soit sur les os, la densité osseuse, ou que ce soit sur l'aspect psychologique, en fait. Donc, ça, c'est pareil, on va en discuter et dans tous les cas, maintenir en fait juste une activité physique assez régulière pendant les fêtes vous fera grand bien et éviter de les associer Mmh. à des plaisirs qu'on s'est fait sur les repas. Ça fera aussi du bien, mais ça, c'est un sujet délicat. Ouais. Mais c'est vrai on peut tous avoir dans l'idée d'associer, par exemple, soirée bien arrosée et le lendemain aller courir pour éliminer. Ouais. C'est une mauvaise association c'est pas une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça l'est pas? Je sais pas. En tout cas, il faut bien s'hydrater parce que Mmh. l'alcool déshydrate. Euh, le mieux, ça serait de ne pas boire dans l'excès, en tout cas de ne rien faire dans l'excès. Mais c'est sûr que il faut s'octroyer des périodes de relâchement et éviter d'avoir des attitudes compensatoires. Mais c'est quelque chose qui existe et je pense que c'est mieux de maintenir, dans tous les cas, une activité physique quotidienne. Euh, Après, aller faire une séance longue en montagne ou une spé marathon le lendemain d'une cuite, ça sera pas l'idéal. En fait, ça va avoir tendance même à, je pense, être complètement contre-performant. Est-ce qu'on part avec l'objectif, dans cette période-là, de surveiller sa nutrition, ou est-ce que on se dit, bon, un peu de lâcher prise, ça fait pas de mal? Ça, c'est la grande question. J'aurais tendance à dire que il faut pouvoir lâcher prise et se faire plaisir. Maintenant, si on se fait plaisir tous les jours ou à chaque repas, bah forcément, il y aura derrière des répercussions sur le plan digestif, sur la fatigue. C'est un lien de cause à effet qui est réel et, euh, et tout est dans l'équilibre, tout est dans la dose. Encore une fois, j'aime beaucoup cette phrase, c'est que le problème, c'est pas le poison, mais c'est la dose. Et si on se fait plaisir pendant les périodes de Noël à des repas précis parce qu'on est en famille et que c'est les fêtes, ça fait partie de notre culture, ça fait partie du moment et il faut pouvoir lâcher prise à ce moment-là. Maintenant, si la période des fêtes, on a des repas tous les midis ou tous les soirs pendant une semaine et que on prend 3000 cales à chaque repas, bah en fait, c'est sûr qu'on va pas se sentir très bien après. C'est évident. Est-ce que c'est un bon moment aussi pour soigner la machine, faire un bon check-up, voir son médecin, son Ouais, ostéo? complètement. Alors, je pense que les check-up, il faut en faire régulièrement quand on s'entraîne beaucoup. Enfin, quand on s'entraîne peut-être tous les jours, 7, 8, 10, voire plus par semaine en termes d'heures. Mhm. Maintenant, c'est vrai que les périodes de récupération, comme on dit, qu'elles interviennent après des grosses échéances. Donc là où euh, un- où on a mis un gros stress sur l'organisme, ça peut être intéressant en fait de faire même des bilans sanguins Mhm. pour voir si on a des choses à adapter, que ce soit sur l'entraînement, mais aussi peut-être sur la micronutrition, la macronutrition, et repartir de plus belle quand on fait notre reprise.
Pour toi, c'est quoi un check-up? C'est voir donc prise de sang, vérifier le fer, ce genre de choses. C'est ça. Voir quoi, un kiné? C'est Oui, quoi alors un bon check-up pour toi? Alors, je pense que le kiné, je pense qu'il faut le voir, peut-être plus régulièrement que, Mm. de façon, semestrielle ou annuelle, quand on s'entraîne beaucoup. Maintenant les prises de sang, je dirais que de faire, ça de façon semestrielle, c'est pas mal. Ça Mm. peut être fait de façon plus régulière si, on est sujet à avoir beaucoup de carences, si, il y Mm. a, voilà, de la fatigue chronique qui est installée ou des signaux en fait qui sont importants de prendre en compte. Mais je pense que de façon semestrielle, faire ce check-up physiologique va être important et de façon plus régulière, le check-up plus mécanique. Comment on prépare la reprise en Suisse? Faut pas s'emballer, c'est ça le maître mot? Exactement. Alors ça, c'est le maître mot, dans le sens où on va avoir envie tout de suite de Mm. peut-être compenser cet arrêt qu'on a mis en place. Mais l'idée, c'est de le faire de façon progressive. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser les questionnaires pour voir si l'état de forme remonte en même temps qu'on est en train d'ajuster les intensités, le volume à l'entraînement. Et on peut aussi utiliser des échelles, l'échelle de Borg sur 10 par exemple, pour noter les entraînements et voir si tout se passe bien. Euh, donc nous, on essaye de réintroduire l'intensité et le volume Mhm. de façon progressive sur plusieurs semaines. En fait, souvent, la reprise, elle est quand même un peu plus longue que la période de récupération. Il ne faut pas espérer revenir à des niveaux de forme ou à des sensations similaires dès la première séance. Mais parfois, si la reprise, elle a été bien faite, enfin, qu'elle est peut-être assez courte, d'une semaine, et qu'on a fait comme si on faisait un affûtage, en fait, qu'on a maintenu des petites intensités juste pour laisser le corps se reposer suffisamment pour pouvoir repartir de plus belle, on peut observer que les niveaux de performance, ils sont équivalents, voire parfois meilleurs. Si on a coupé 2, 3 semaines, ça peut ressembler à quoi Six une semaines, reprise? 6 semaines de reprise progressive avant d'arriver à des volumes et des intensités d'entraînement qu'on a pu connaître avant cette phase de décharge. C'est quoi les risques d'ailleurs si on s'emballe? Eh ben, c'est de devoir couper de nouveau. Ouais. Non, c'est d'installer une fatigue physique, mécanique trop rapidement et de aussi créer peut-être une frustration sur l'aspect psychologique parce qu'on n'arrive pas à passer les séances. Mais c'est le même principe en fait euh, qui va être imputé sur l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut apporter la juste dose pour créer des adaptations. Euh, Ça doit être suffisant, mais ça ne doit pas être de trop pour pouvoir permettre à l'athlète de progresser au fur et à mesure sans avoir de fatigue excessive ou aller jusqu'à la blessure. Parce que, mine de rien, la course à pied et le trail, ça reste des impacts. C'est Mhm. plus traumatisant que du vélo ou de la natation. Et sur l'aspect mécanique, tissulaire, il y a des choses qui sont où il faut être plus vigilant dans le cadre d'une reprise ou dans le cadre, ça peut être dans le cadre d'une reprise après une coupure, mais ça peut aussi être dans le cadre d'une reprise après une période longue d'arrêt, ce qui peut être lié à une grossesse ou à des vacances ou tout simplement à une blessure, des mois, voire un an. Là, il va falloir vraiment faire attention à la notion d'impact. Tu as besoin parfois de calmer tes athlètes et de leur dire tranquille, il faut y aller doucement pour pouvoir atteindre tes objectifs qui seront dans 2, 3 mois. Ouais, tout le temps. Oui, souvent, on a plus besoin de calmer que de les motiver. Parce que dans tous les cas, s'ils sont dans une démarche où ils prennent un coach, c'est qu'ils investissent sur eux-mêmes et j'ai jamais eu trop à motiver la personne. En tout cas, ça arrive parfois euh, quand il y a de la fatigue, peut-être sur l'aspect professionnel, Mm. on va essayer d'ajuster l'entraînement, de remettre le plaisir au centre de la pratique pour éviter que tous les curseurs soient
pousser au max surtout tout ce que l'individu met en place dans sa vie. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à devoir calmer les ardeurs et rassurer les gens sur le fait que moins c'est mieux. En tout cas, en faire moins c'est mieux, plus progressivement. Et que le temps fait les choses, il faut pouvoir être patient et faire preuve j'ai pas le mot. Ouais, de être raisonnable. Raisonnable, ouais, de raison et de lucidité. Ouais. De lucidité vis-à-vis de la condition qu'on a actuellement et de là où on veut aller. Ouais, c'est pas évident ça Non. d'être lucide avec soi-même et sa condition Ouais. et ses objectifs. Si on devait résumer ce qu'on s'est dit là, les meilleurs conseils pour une bonne coupure, comment on pourrait résumer ça? Alors, il faut la placer dans l'idéal de façon stratégique dans une programmation. Euh, Elle est souvent liée à une période de charge, mais elle peut aussi être octroyée de façon plus spontanée parce qu'il y a une fatigue qui s'installe. L'activité physique pendant la coupure, elle est importante, que ce soit sur le plan de la santé, mais aussi dans une optique de performance. Ça peut être sur des activités de décharge, et d'ailleurs, c'est mieux que ça soit sur des activités de décharge qui sont non spécifiques à notre discipline. Donc, des sports portés, par exemple, si on fait de la course à pied ou du trail, si on fait du triathlon, peut-être aller faire du tennis ou des choses qui font référence plus à des choses qui sont plus ludiques, au jeu, par exemple. Et ensuite, en termes d'hygiène de vie, l'important, c'est de pouvoir se faire plaisir, mais de le faire avec conscience et raison, tout simplement parce que vous vous sentirez mieux en gardant une bonne hygiène de vie, des bons niveaux de sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation. Mais faut savoir aussi lâcher prise sur des moments où on en a besoin. C'est important. C'est juste que lâcher prise tous les jours pendant 2 semaines, on le payera, c'est sûr. Et ensuite, cette reprise, la reprise après cette coupure-là, elle doit être progressive. Je pense que c'est ça les principales clés, les principales clés pour pouvoir faire ça bien. Et on ne compense pas la bûche par... Voilà. On ne cherche pas à compenser. Oui. En tout cas, on l'a bien retenu, c'est un message important aussi. Merci beaucoup, Maë. Merci, Laurie. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Queen of the Mountains. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines.